vraiment une condition dite inconsciente, parce que même si le stimulus est accessible, il n'est pas accédé, et donc ça veut dire qu'a priori, il n'est pas traité de manière consciente. Et donc, voilà, donc, sans rentrer trop dans les détails, voilà, en fait, on se retrouve avec deux théories. Ça, ce sont les deux théories les plus contrastées actuellement. Et en fait, finalement, ces théories, au niveau structurel, c'est intéressant de voir cet aspect parce que ces théories au niveau structurel, finalement, elles sont exactement les mêmes. Vous avez trois niveaux dans les deux théories. Donc vous avez un niveau subliminal, que je viens de présenter, un niveau préconscient et un niveau conscient. Donc ici, le niveau préconscient, c'est un niveau finalement où il n'y a pas de conscience, c'est juste le stimulus est disponible, mais il n'est pas accédé. Et de l'autre côté, vous avez donc toujours Lameux qui a repris Bloch, le philosophe que j'ai présenté tout à l'heure, et qui dit finalement, la conscience, donc le subliminal, je suis d'accord, donc c'est juste de l'activité en fait très faible et dans laquelle il n'y a pas de récurrence. Le conscient, je suis d'accord aussi, donc l'accès conscient, je suis d'accord aussi, ça implique les régions fronto-pariétales. Mais par contre, ici, lorsque j'ai de la récurrence locale, comme c'est le cas ici, là où les deux théories sont en désaccord, c'est que pour Odohan et collaborateurs, en fait, ça c'est un niveau inconscient, préconscient, tandis qu'ici, c'est de la conscience phénoménale, c'est le ressenti subjectif. Et c'est là qu'on est en train de revenir, en fait, aux théories proposées par les philosophes et aux distinctions proposées par les philosophes entre deux types de conscience. Une conscience d'accès dans laquelle, en fait, on peut rapporter ce que l'on voit, on peut rapporter le contenu que l'on arrive à se représenter. Et un autre type de conscience qui est une conscience, donc une conscience phénoménale, dans laquelle, finalement, à partir du moment où vous commencez à avoir de la récurrence dans le système, juste un peu de feedback, même entre deux régions qui sont assez postérieures dans le cerveau, même des régions visuelles, à partir du moment où vous commencez à avoir du feedback, là, vous avez du ressenti subjectif, qui n'a rien à voir avec directement ce que vous rapportez, mais c'est ça, les corrélats neuronaux du ressenti subjectif. Et alors, là, on est un peu embêté, parce qu'en fait, finalement, ces deux théories, structurellement, c'est exactement les mêmes. C'est juste au niveau de la description psychologique, des états psychologiques, que ces deux théories diffèrent. Voilà. Et donc, juste pour finir là-dessus, en fait, donc, ce que propose Lameux et collègues, c'est finalement que allez regarder si quelqu'un est conscient ou pas par le biais de ce qu'il vous rapporte, c'est pas vraiment étudier la conscience. Parce que ce qu'il vous rapporte, c'est se mettre dans cet état-là. Donc un état où en fait il va avoir à activer en fait les régions préfrontales qui sont liées en fait par exemple au rapport verbal. Mais par contre, c'est ce type de conscience qu'il faut étudier parce que c'est dans ces cas-là que le sujet en fait a un ressenti subjectif. Et là il propose même que finalement ce qu'on devrait faire, c'est non plus en fait avoir des définitions psychologiques de la conscience, mais carrément avoir des définitions neurobiologiques de la conscience, qui sont que maintenant, à chaque fois qu'on va regarder dans le cerveau et qu'on va trouver qu'il y a de la récurrence, on va considérer que finalement, l'individu ou l'organisme est conscient. Et donc il essaie d'utiliser ça en fait pour dire, regardez, à partir du moment où vous trouvez de la récurrence, enfin des patterns comme ceci, des patterns de récurrence entre certaines régions dans le cerveau, même chez des animaux, même chez des bébés, alors on peut utiliser ça comme des index de conscience, alors que les bébés et les animaux ne peuvent pas en fait rapporter le ressenti, alors que probablement ils ont un ressenti conscient. Voilà, je vais juste terminer avec... on s'arrête. Juste terminer avec encore une fois en fait la notion qu'il y a deux niveaux de conscience ou deux types de conscience. Et ça c'est une théorie qui a été proposée par Edelman, un autre prix Nobel qui s'est mis à faire de la conscience, probablement en cherchant un second prix Nobel. Et donc on distingue vraiment entre deux types de conscience, donc une conscience primaire et une conscience secondaire. Donc la conscience primaire, une conscience d'ordre supérieur, pardon. Donc la conscience primaire, elle est présente chez de nombreux animaux. Et elle permet en fait la construction d'une scène, la maintenance en mémoire à court terme, etc. Et donc c'est une conscience en fait qui permet principalement d'avoir conscience de son environnement. C'est vraiment de la conscience perceptive.
Et donc cette conscience, elle est accompagnée d'aucune impression subjective d'être une personne. Il n'y a pas de conscience de soi, il n'y a pas de conscience réflexive ici. Donc l'individu, ou plutôt l'organisme, parce qu'elle est beaucoup appliquée pour les animaux, elle ne se représente pas en tant qu'individu avec un passé et un futur. Et c'est donc ce qu'on appelle la théorie du présent remémoré. Donc c'est juste que en fait, il y a une sorte en fait, l'organisme a juste une sorte de conscience de la scène visuelle telle qu'elle est présente, mais sans pouvoir pour autant apparier ça à des épisodes précédents. Alors par opposition, vous avez une conscience d'ordre supérieur qui, elle, s'ajoute à la conscience primaire, qui est apparue plus tard avec l'évolution du langage et l'évolution des symboles, enfin l'évolution du savoir symbolique, et qui dépendrait, elle aussi, donc on parle encore de récurrence, du feedback ou de la récurrence entre les systèmes linguistiques et conceptuels, et permettrait de se représenter sa propre personne dans le temps. Et donc ça, c'est vraiment la conscience d'ordre supérieur qu'auraient certains primates, bien sûr, incluant les êtres humains. Peut-être, oui, exactement. Et donc on finit, en fait, finalement, même dans l'exploration neurobiologique de la conscience, avec deux types de conscience. Donc une conscience dite phénoménale, donc qui correspond en gros à la conscience primaire, qui correspond à l'activité dans la voie ventrale, enfin dans les zones occipitales du cerveau, enfin dans les zones postérieures du cerveau, qui implique de la récurrence, mais de la récurrence locale, donc qui correspondrait en fait à la mémoire sensorielle, et qui pourrait être mise en place sans attention. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de porter attention pour que ce contenu subjectif soit disponible. Et par opposition, vous avez un second type de conscience, qui est la conscience d'accès, donc qui est, elle, une conscience d'ordre supérieur, qui impliquerait les régions préfrontales, qui impliquerait de la récurrence non plus locale, mais globale cette fois, donc à longue distance dans le cerveau, qui en fait correspondrait à une sorte de mémoire à court terme, et pour laquelle en fait le fait de porter attention serait nécessaire. Et donc la question qui reste à élucider pour la neurobiologie de la conscience, c'est de savoir en fait si ces deux niveaux sont vraiment justifiés, et certains ont tendance à le penser. Et la grande question, c'est comment les distinguer empiriquement. Et surtout, comment étudier cette conscience primaire à partir du moment où nous, en tant que psychologues ou neurobiologistes, on ne peut se fier finalement qu'au rapport du sujet et qui, lui, fait intervenir ce type de conscience. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, Sid Quider. Nous allons passer à un moment de questions, d'échanges. Donc, si vous, voilà, je vous levez la main, je vous fais passer un micro, mais attendez surtout d'avoir un micro avant de prendre la parole. Je voulais vous demander une chose, c'est qu'on n'a pas du tout parlé de l'intensité de la conscience. Il est évident que quelqu'un qui est dans un demi-sommeil et celui qui, par exemple, à qui on fait très mal et qui a une douleur intense, les états de conscience sont très différents. Et d'ailleurs, les anesthésistes qui utilisent un appareil spécial pour mesurer ce qu'on peut appeler la profondeur de l'anesthésie, ou au contraire l'intensité de l'éveil, est-ce que ça, c'est pas fondamental? Parce que les deux états que vous avez décrits sont finalement des états, disons, qui s'opposent vraiment, point par point d'ailleurs, et vous l'avez parfaitement décrit, mais est-ce qu'on ne peut pas penser qu'il y a tous les états intermédiaires qui font qu'il y a une continuité entre la personne qui est dans le coma profond et la personne qui est en plein éveil, en pleine conscience? Alors vous allez avoir une session dédicacée à ça avec Steven Lorez qui va intervenir dans quelques semaines, je ne sais plus exactement quand. Dans 2 semaines. Qui est vraiment un spécialiste de la question. Donc moi, ce que j'étudie ici, par rapport à la conscience, c'est les contenus de conscience, c'est les contenus représentationnels. Mais c'est vrai que les niveaux de conscience, donc quelque part qui sont en fait liés au niveau de vigilance qui impacte la conscience, ça c'est vraiment un autre domaine. Alors bien sûr, les deux sont complètement liés, mais ici vraiment, on est en train de parler de deux choses totalement différentes et qui en fait réfèrent au fait qu'on a vraiment à chaque fois deux définitions assez différentes de la conscience. Donc une définition transitive qui est je suis conscient de ceci, je suis conscient de cela, et une définition plutôt intransitive qui est donc je suis conscient, ou je suis endormi, ou je ne suis pas conscient. Et donc ça, c'est deux domaines qui, je dois le dire, en fait communiquent assez peu pour l'instant.